suis avec José Miguel Maté, ce n'est pas un coureur professionnel. Et pourtant, il gagne de l'argent en participant à des marathons. Vous gagnez de l'argent avec la course à pied? Oui, je gagne de l'argent parce que les gens parient sur mes résultats au marathon. Et c'est un moyen de gagner votre vie comme ça? Non, pas du tout. L'argent est reversé pour aider des enfants cancéreux en Bolivie. Et là, aujourd'hui, on va courir combien de temps, là? 1 heure, plus ou moins. 1 heure. Voilà, les Espagnols ont des idées excellentes pour changer et améliorer le monde, pour apporter un rayon de soleil dans leur vie et celle des autres. Et je pars à leur rencontre. Attendez-moi. En même temps, c'est pas de ma faute, hein. J'ai pas les bonnes chaussures. Je vais avoir des seins en béton, une taille de guêpe et des fesses en acier. L'Espagne est un pays qui aime le sport, mais aussi c'est une nation de bons vivants et plus de la moitié des Espagnols sont en surpoids ou obèses. Alors maintenant, on peut trouver un petit peu partout des équipements comme ceci pour faire de la gymnastique en plein air. C'est pour tout le monde et c'est gratuit. En plus, il y a plein de choses à voir en plein air comme ça. Tu crois qu'elle va en faire, la vieille dame? Elle doit avoir 80 ans. Voilà. Bonjour, madame. C'est bien? C'est l'exercice que je préfère. Je me soigne. Je suis malade des poumons. Ça, c'est moins drôle. Et du cœur aussi. Quel âge avez-vous? 82 ans. 82. Je suis bluffée parce que je pensais pas du tout qu'il y avait vraiment des personnes âgées qui venaient faire l'exercice. Gracias, signora. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Des idées toutes simples mais terriblement efficaces, des actions pour améliorer le quotidien lancées par des rêveurs un peu dingues et des passionnés, les Espagnols ne manquent pas d'imagination. Première étape de mon périple à travers l'Espagne, l'Andalousie, où parmi les oliveraies et les cultures maraîchères se trouve une petite ville qui mérite le détour. Je suis à la recherche d'une petite ville assez spéciale, même unique en Espagne. C'est une ville rouge. Et pour l'instant, il n'y a que des villes blanches. Je recherche le village rouge, s'il vous plaît. Rouge? Je suis sourd, parlez plus fort. Ah, sourd, il n'y a que des villages blancs ici. Blanc, oui, mais rouge, non. El pueblo, lo rojo. Rouge? Vous voulez dire des maisons peintes d'une autre couleur? Oui, en rouge. Non. Le village rouge. Marina Leda. C'est connu, Marina Leda? Oui, c'est très connu. Très connu? Pourquoi? Le maire a une barbe. C'est par là? C'est par là, à 10 km. Marina Leda, 2700 habitants. Dans toute l'Espagne, vous ne trouverez pas une seule ville où la municipalité affiche aussi clairement son orientation politique. Voilà la ville rouge. Je crois que je ne peux pas me tromper, hein. Vu les fresques au mur. Le vert pour l'utopie, le blanc pour la paix et le rouge pour la lutte. Paix et justice sociale. Éteins ta télé, allume ton cerveau. L'humanité ne peut se libérer de la violence que par la non-violence. Interdit aux fascistes. Ici, les gens vivent dans une sorte d'utopie et ça fait près de 30 ans que ça dure. 30 ans, c'est le record national de longévité municipale détenu par le maire, Juan Manuel Sanchez. Presque aussi fidèle que fidèle. Ici, vous vivez une utopie?
Je crois que c'est une utopie qui se met en pratique. Mais concrètement, comment ça se passe? Tout le monde a un emploi et tout le monde gagne le même salaire. Et grâce au système d'autoconstruction, on a fait de sorte que le logement devienne un droit et non pas un commerce. Juan Manuel, parce qu'ici on ne dit pas monsieur le maire, hein. Juan Manuel, vous parlez de l'État qui est votre ennemi, mais vous avez besoin de cet ennemi pour faire vivre la municipalité. On reçoit le même montant que les autres villages. Le truc, c'est qu'on utilise les moyens de toute autre manière. Par exemple, nous à la mairie, on ne touche pas notre salaire. Ça signifie une grosse somme d'argent annuelle. On ne prélève pas d'impôts locaux non plus. Juan Manuel perçoit toutefois un salaire au titre de son mandat de député. C'est une mairie communiste, socialiste, anarchiste, révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est, Marina Leda? Révolutionnaire. Révolutionnaire. Nous sommes anticapitalistes. Nous pensons que le capitalisme est un système violent qui nie les droits humains et qui est profondément terroriste. Avec ses positions extrémistes, Juan Manuel s'est attiré quelques ennemis. Il a même été victime d'un attentat. Mais il ne plie pas car il a le soutien de la majorité des administrés qui trouvent de nombreux avantages à vivre ici. Le maire Juan Manuel a mis en place un programme de logement. Il a appelé ça un logement pour tous. Et dans ce cadre-là, il a fait construire 350 maisons comme celle-ci. La dernière tranche de logement vient tout juste d'être livrée. Et je vais aller voir Gloria, qui vient de recevoir les clés de sa toute nouvelle maison. Ben, elle est là, elle m'attend. Céline. Bonjour, comment allez-vous? On va voir ma maison? C'est parti. C'est là, 1, 2, 3, 4. C'est celle-là. Le salon. Très lumineux. La cour. C'est grand? Oui, très grand. La cuisine. Là, je mettrai l'évier, ici le frigo. Imagine-toi, ça y est, je suis dans ma maison. Et je sais que personne ne va pouvoir me mettre dehors. Là, avec ce programme de logement de Marina Leda, vous êtes sûr que vous avez un toit pour la vie? Eh bien oui, quand tu partages une maison avec des colocataires et que leur famille vient leur rendre visite, tu dois partir. Là non, je vais la décorer comme je veux et je vais faire ce que je veux dans ma maison parce que c'est ma maison. Vous êtes ému? Ouais, oui, parce que c'est une chose que j'attends depuis si longtemps. Oui, ça fait longtemps que j'attends ça. C'est le plus important pour une famille d'avoir une maison. Et en plus, on a la possibilité de l'avoir à 15 €. C'est une location-vente, une sorte de leasing d'un coût total de 24 000 €. Des mensualités de 15 € minimum qui permettront à sa descendance de devenir propriétaire dans 133 ans, à condition que ses enfants prennent le relais. Wow. La terrasse. La vue sur le champ. C'est bien ici. Ça, c'est la chambre de Violetta. À qui, Violetta? Oui. Est-ce qu'il faut être ami avec le maire alors pour avoir un logement comme ça? Pas du tout. Il faut pas le payer. Non, 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 non. En fait, le maire ne prend même pas de salaire pour faire son métier de maire. Et les conseillers non plus ne prennent pas leur solde de conseiller. Personne. Le terrain et le gros œuvre sont offerts, mais pour devenir propriétaire de ces 100 mètres carrés, il faut retrousser ses manches. C'est le principe de l'autoconstruction. En quelques mots, qu'est-ce que c'est l'autoconstruction? Alors l'autoconstruction, ce n'est ni plus ni moins qu'une maison construite par son propriétaire, enfin son futur propriétaire. La région andalouse fournit le matériel, l'autoconstructeur la main-d'œuvre et la mairie le terrain. Toute personne qui n'est pas déjà propriétaire peut prétendre à un logement autoconstruit. Un logement pour tous. Ici, ce n'est pas qu'un slogan de campagne électorale. Dans ce pays où le taux de chômage est le plus fort de la zone euro, le maire mène un combat et pense avoir trouvé la parade. Il a lancé une coopérative agricole, devenue le principal employeur de la ville. Sa particularité, du cadre à l'ouvrier, tout le monde touche 47 € par jour. Il y a quelques heures. Quand vous étiez petit, Juan Manuel, c'est quelque chose à quoi vous pensiez déjà mettre en place un tel modèle?
être maire d'une ville? Je suis né et j'ai grandi à Marinaleda. Et j'ai vite vu le contraste entre les ouvriers agricoles sans terre, au chômage et dans la misère, et les grands propriétaires terriens de la région. J'ai pris un engagement pour ceux d'en bas, pour la vie. Pas un engagement temporaire, mais définitif. Pour arriver à ce résultat, Juan Manuel a dû batailler ferme. Historiquement, la terre espagnole appartenait à des aristocrates qui exploitaient les ouvriers agricoles. Cette terre appartenait au duc de l'Infantado, qui possédait 17 000 hectares dans toute l'Andalousie et en Estrémadure. Nous, on était au chômage et on a pensé que la seule chose à faire pour en finir avec le chômage, pour créer de l'emploi, était d'avoir de la terre. On a lutté pour cette terre pendant 12 ans, jusqu'à ce que le duc et la région d'Andalousie se mettent d'accord pour nous céder une partie de la terre. Pas toute, mais environ 1200 hectares. À partir de là, on a créé la coopérative. Et finalement, vous l'êtes approprié, c'est un peu du vol, non? La terre n'appartient à personne. Personne n'a fait la terre. C'est un don de la nature, comme l'air et l'eau. Et elle doit servir à celui qui la travaille, qui s'en occupe, et pour produire des aliments. Aujourd'hui, on a une planète où les 3/4 de l'humanité meurt de faim et le reste de cholestérol. Pour les détracteurs, si le modèle de Marinaleda est viable, c'est surtout grâce aux subventions de l'État et de l'Europe. Ils accusent aussi Juan Manuel de clientélisme. Peu lui importe les critiques, les faits sont là. La coopérative fournit du travail à plus de 500 personnes. D'après Pedro, plus de 30 ans passés dans les champs, il n'y a pas photo entre l'avant et l'après Juan Manuel. Pedro, et la terre, à qui elle appartient à qui, la terre? Écoute, je suis occupé à couper les mauvaises herbes. Si tu veux que je te dise quelque chose, donne-moi un coup de main. D'accord, c'est obligatoire? C'est tout le monde travaille ici? Oui, oui, tout le monde travaille ici. Bon. Allez. Et vous répondez à mes questions, alors? Oui, enlève celle-ci seulement, hein. Seulement celle-là. Et moi, elle est toute petite, je vais avoir mal au dos plus vite que vous, hein. Essayez de ne pas percer le tuyau d'arrosage. Pas fatigué? Non? Fatigué, moi? Non, je suis habitué, mais toi, tu vas te fatiguer. Ouais. Oh, tiens, une pépite d'or. Mais là-bas, ils ne travaillent pas, hein. Ils font rien du tout. Bah, tu peux quand même pas biner toute la journée sans t'arrêter. Ils ont le droit de faire la pause quand même, respirer. Hein, il faut respirer un peu, non? C'est unique ici, le système, cette coopérative, en quoi c'est unique? Tout l'argent généré va à la création d'emplois. Comme ça, tout le village peut vivre de la terre. Ce principe de coopérative, en fait, fait que vous vous sentez plus responsable, plus impliqué? Ici, je me sens à l'aise parce que je me contrôle moi-même. C'est comme si c'était un peu à moi. Tout ce qu'on a construit, je veux que ça perdure, pas que ça s'arrête. Ici, il n'y a pas de patron. Nos patrons, à qui? Ici, il n'y a pas de patron, parce qu'un patron, si tu travailles pour lui, il va se garder l'argent dans le porte-monnaie. Non, ici, l'argent ne va pas dans le porte-monnaie d'un patron. Il va chez les autres travailleurs. Je vais goûter aux oranges de Marinaleda. Il y en a partout, c'est trop tentant. Il n'y a qu'à se servir ici. C'est pas mûr, hein? Ah, ce sont des oranges amères, en fait. Ah, oui, ça c'est pas... Elles sont mauvaises, faut pas les manger. Ah, muchas gracias. Merci beaucoup. Ah, c'est pas Elles bon. m'ont vu de la fenêtre, elles s'étaient mortes de rire à me voir manger des oranges amères. Marinaleda, c'est un village rouge. Je crois que oui. Note bien qu'il y a des fascistes aussi, mais c'est plutôt rouge. Vous habitez depuis longtemps, Marinaleda? J'ai 73 ans, je suis née ici. Fais le calcul. Entrer? Ben oui. Oui, oui. Si elle veut entrer, qu'elle entre. Voilà. Il y a un radiateur en dessous, il doit faire au moins 35 degrés. Là, il suffit que je mette mon visage et on voit que ça... C'est bon pour les varices. Vous avez vécu toute cette période du franquisme jusqu'à aujourd'hui? Oui, bien sûr. Comment c'était? Écoute, je vais te parler franchement. À l'époque, on avait les yeux bandés pendant le franquisme. Je vais pas te dire qu'on vivait bien, on avait faim. On vivait et travaillait dans les champs. 8 heures par jour, ça suffisait pas pour manger. Et non. Bon, ça a bien changé. Est-ce que globalement, vous avez l'impression que les gens sont plus heureux à Marinaleda que dans une autre ville d'Espagne?
Je suis heureuse dans mon village, ça se passe bien. C'est mon village natal. Je n'en ai jamais connu d'autres. Je ne connais pas d'autres villes. Je ne suis jamais sortie de mon village. C'est un petit déjeuner classique espagnol. Jus d'orange frais, du pain grillé et le café. Gracias. C'est le déluge, j'en ai marre. Je croyais qu'il faisait beau en Espagne, moi. Direction la banlieue madrilène à la rencontre d'une télémadré. Une télémadré est une personne qui propose, via un site internet du même nom, ses talents de cuisinière aux personnes soucieuses de bien s'alimenter mais qui n'ont pas le temps de se faire à manger. Une initiative originale qui permet aux femmes d'arrondir leur fin de mois. Aujourd'hui, c'est le jour de course. Je suis avec Sybilla, c'est une cuisinière hors pair. Elle adore cuisiner pour sa famille nombreuse. Ça tombe bien parce que la nourriture pour les Espagnols, c'est super important. Ils rateraient pour rien au monde un de leurs 3 repas quotidiens. C'est pour combien de personnes? Quanto personnes? 8. 8. Ça coûte combien pour 8 personnes? 50. Une semaine? Vous arrivez à faire à manger pour 50 € pour 8 personnes? Non, pour une semaine. Ça sent bien. Hein? On a dû tout calculer à l'avance, mais... La taille de leur radis et la taille des cerises. C'est surréaliste, les jambons. Les jambons de Serrano, 13,99 € le kilo, alors qu'en France, c'est hors de prix. Autre chose? Non, c'est combien? 0,78. Je vais le faire mijoter et accompagner avec des légumes, de la purée. C'est de la cuisine maison typique. Divorcée, Sybilla habite un logement social depuis qu'elle a émigré de l'île de Sao Tomé il y a 7 ans. Qu'est-ce qu'il y a écrit? La cuisine de Sybilla? Non, de la grand-mère. Merci. Ah, on est mignonnes toutes les deux. Oh là là, ils ont ouvert la fenêtre. Elle est super courageuse, Sybilla, parce qu'elle élève ses 2 enfants toute seule. Elle a un travail de nuit, elle travaille sur une plateforme téléphonique dans le domaine de l'informatique et en plus, elle cuisine tous les week-ends. Sybilla cuisine pour ses deux petits-enfants qui sont ici, mais aussi pour d'autres enfants qui ne sont pas les siens, des grands-enfants et qui n'ont pas l'envie ni le temps de cuisiner des bons petits plats. Alors, ils passent commande auprès de Sybilla. Sybilla est une télémadré, une télémère, et elle cuisine pour les télé-enfants. Et pourquoi télé? C'est ça l'astuce. C'est parce que ça se passe à distance et par Internet. Depuis sa création en 2002, Télémadré a séduit plus d'1 millier d'internautes. Sybilla a déjà 8 clients réguliers à qui elle prépare des repas pour toute la semaine. Qu'est-ce que vous proposez, Sybilla, aux télé-enfants? Le menu est composé d'une entrée, d'un plat, d'un dessert et d'une boisson. Le tout pour 6 €. 6 €. Même ici, ce n'est pas cher. Vous connaissez les personnes qui ont créé cette idée? Non, je ne les connais pas. Je ne sais pas qui ils sont. Je ne rencontre les téléfils que par le biais de cette page. Je vais régulièrement sur le site pour renouveler mon annonce. Ça sent bon, ça doit être cuit, non? À la cuisine. Oui. On va voir. Typico espagnol, ce plat? Ma cuisine est un mélange de cuisine africaine et de cuisine portugaise. Les Espagnols adorent. En tout cas, ils le mangent. Je prends des leçons auprès de vous pour faire ça chez moi. En même temps, la marmite, elle fait la taille de ma cuisine, donc... Pourquoi vous faites ça?
Pour l'argent, pour le plaisir, pourquoi vous le faites? J'ai un rêve, c'est d'ouvrir un jour un restaurant. C'est vrai, c'est votre rêve? Oui. Bah, je vais vous montrer un truc. C'est typiquement espagnol, on trouve ça dans presque toutes les cuisines espagnoles. Les gouttoirs à l'intérieur d'un placard. Alors, je vais préparer des petits plats individuels comme ça. Et puis après, on va les livrer. Petit plat fait maison, livraison à la maison. Ok. Encore nouveau métro. 1 heure au total de transport en commun. Et elle fait ça tous les dimanches. Vous n'en avez pas marre de faire la télé Madrid? Je n'ai pas un repos normal, mais je me suis organisée pour dormir 4 petites heures lorsque mes enfants sont à l'école. C'est sûr que je suis un peu fatiguée, mais bon, c'est comme ça. Vous voulez rester ici en Espagne ou retourner à Southampton? Si c'était moi, pour dire la vérité, j'aimerais retourner dans mon pays. Mais il y a le côté économique qui pose problème. Parce que pour moi, l'Europe, c'est du stress. Courir tout le temps. Dans mon pays, les choses sont plus tranquilles, très calmes. Malgré la fatigue, Sibila ne veut pas renoncer à son rêve, ni à la centaine d'euros par mois que lui rapportent ses plats cuisinés. Pour lui faire gagner un peu de temps, les téléenfants viennent prendre livraison de leur repas à la sortie du métro. Ils sont là, les téléfils. Je vois 3 personnes qui attendent. Ils sont eux, hein? Voilà. Bonjour. Voilà. Bonjour. Alors, miam miam. Ça a été la cuisine de la semaine dernière? Ah oui, très bien. Si ça vous a plu, je peux refaire une recette ou inventer quelque chose avec du lait de coco. Vous allez manger tout de suite, maintenant? Ah ouais, si tu veux, tu peux venir à la maison pour y goûter. Avec plaisir, je vais dire au revoir Sibila d'abord. Merci. Gracias. Gracias por todo. J'espère pour elle qu'elle arrivera à ouvrir son restaurant un jour. Elle a dit que si elle y arrivait, elle l'appellerait Télémadrid. Ces 3 jeunes colocataires, Cristina, José Miguel, Juan José, sont étudiants en médecine. Et ils sont très attachés aux petits plats de Sibila. Sans la nourriture de Sibila, votre frigo il serait vide. Vous achetez rien. Comprar nada. Non, tout ce que l'on mange vient de chez elle et on n'achète rien de plus. Juste le lait et de quoi préparer le petit déjeuner. Alors vous ne cuisinez jamais? Ce qui se passe, c'est que comme nous étudions toute la journée, nous sommes encore à la bibliothèque à 8 h du soir. Alors là, on va chercher les plats dans le métro et on les rapporte chez nous. En plus, c'est sain, nos mères sont rassurées, car elles savent qu'on mange bien. On préfère ça aux plats pré-cuisinés. C'est bon, hein? Oui, bon. C'est délicieux. Moi, je m'en régale. Je trouve vraiment que les télémadrés, c'est un super concept. C'est vraiment une idée toute simple, alors il fallait y avoir pensé. Et justement, je voulais rencontrer les personnes dans la tête desquelles l'idée a germé. À l'origine des télémadrés, il y a un groupe d'amis. Voilà les personnes qui ont inventé les télémadrés. C'est qui la dame qui est... Ça, c'est la mère d'Alberto. C'est la mère d'Alberto. La télémadre pionnière. Comment vous avez eu l'idée? Parce que c'est vraiment une idée toute simple, mais pourtant il fallait y penser. En fait, tout a commencé alors qu'on partageait une maison à 4. On travaillait tous et au bout d'un moment, on en a eu marre de sortir pour aller manger. Alors on a décidé de proposer à la mère d'Alberto si elle pouvait de temps à autre nous préparer des repas et en échange nous la payions. Elle l'a fait 2 fois par semaine en livrant les repas par taxi. C'est unique au monde, ça existe nulle part ailleurs. Je crois que oui, on ne sait pas trop. Il paraît qu'il y a des choses similaires. L'originalité, c'est que les télémadrés cuisinent pour peu de téléenfants. Et comme ça, la cuisine maison se perpétue avec la saveur traditionnelle. C'est une relation très personnelle.
une relation de personne à personne et la page web sert de lien. Vous gagnez pas d'argent avec ça, il n'y a pas de publicité, rien. Non, on perd même un peu. C'est en quelque sorte notre petite ONG. On n'en retire aucun profit, mais ça procure beaucoup de satisfaction personnelle. En plus, cette idée est tout à fait exportable, car au final, il y a toujours des gens prêts à cuisiner et d'autres qui aiment manger. Finalement, une télémère, c'est comme une seconde mère. À la différence que si ta télémère te fatigue, tu peux en changer, mais tu peux pas changer ta mère. C'est super, moi j'adore cette idée. On vit très bien avec une télémère. J'ai hâte que ça vienne en France. Je quitte Madrid à bord de l'AVE, le TGV espagnol. Direction le sud, 2h30 de trajet. C'est magnifique ici, on est en plein milieu des champs d'oliviers. Andalousie typique. Je suis avec Pascual Rovira et on vient tout juste de l'appeler pour débarrasser ce que des personnes trouvent encombrant. Bonjour. Hola, Juan Carlos. Bonjour. ¿Dónde estás? Il est où? Il est là-haut. Voilà. Voilà le jardin encombrant pour lequel Pascual est appelé. On lui demande de le débarrasser des ânes. C'est triste, hein? Bueno. Muy vieja, Elle est très vieille. muy vieja. Très Tiene vieille. Cerca de 30 Ah oui, años. elle a presque 30 ans. ¿30 años? 30 ans, oui. Sí. Mira, Regarde, roto totalmente. elle a les sabots totalement abîmés. Esta parte, D'accord. On va pouvoir lui refaire cette partie. Heureusement qu'il est là pour sauver les ânes parce que sans lui, beaucoup seraient morts. Pascal a été le premier Espagnol à s'engager pour sauver les ânes. C'est vraiment abandonner un âne. C'est terrible, hein? Eh ma pépère, tu l'as échappé belle. Viens. Voilà. Ouh. Parce que Pascual considère que l'âne fait partie du patrimoine culturel de l'Espagne, il a décidé de les sauver. Il a réussi à réveiller les consciences et les habitants de Routet le soutiennent, comme Juan Carlos qui aujourd'hui prête main forte avec son camion Ben. Regarde comment il regarde l'âne passer dans un camion. Dans les années 40, il y avait 1 200 000 ânes en Espagne et aujourd'hui il en reste 50 000. Ils ont été victimes de la mécanisation, du modernisme et ils ont été abandonnés. Certains ont fini en nourriture pour chiens. Alors ici, c'est la Casa del Burro. Ça a été fondé en 1999 par Pascual. Et c'est là où il loge les ânes sauvés. Il y a plusieurs endroits, comme ça, il y a 3 endroits disséminés dans la Pinède. Pascual, Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour l'âne? On va la déparasiter et la mettre en quarantaine pendant quelques jours pour nous assurer qu'elle ne transmette rien aux autres ânes. Et après? Après, elle vivra libre et heureuse pour le reste de sa vie. Oui, elle est Il n'y a mignonne. pas de chien ici. C'est Caramello qui fait office de chien. Allez, footing. Ça vous arrive souvent du footing comme ça avec ton âne? C'est magnifique, hein? On est en plein milieu d'un parc naturel. Pourquoi vous avez décidé de vous occuper des ânes? De pequeño, Quand j'étais petit, ma famille a reçu un âne orphelin âgé d'1 an huérfano, à qui on a donné le que biberon. le dábamos biberones. Et le souvenir de l'animal m'est resté dans le cœur Se depuis. me quedó en mi corazón
Et quand j'ai eu 30 ans, j'ai décidé de faire quelque chose pour eux, de mettre mon grain de sel. Alors j'ai commencé avec 1, puis 2, puis 3 ânes. Jésus-Christ a commencé avec un âne et il a monté un empire. Et moi, avec tous les ânes que j'ai, je te dis pas. Hein. Il a compris. On va croire que je maltraite les animaux. C'est pour éviter que tu te prennes une taloche. Regarde. Viens, Carmelo, viens. C'est dangereux ici. La chèvre connaît le kung-fu. Il a faim, Ambré? Oui. Ça vient, ça vient. Ah oui. Boci, 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 boci. Boci, boci, boci. Boci, boci. Heureusement que c'est pas aussi long qu'un cheval. Hein. Boci, boci. Boci. Boci, boci. Pasquale, c'est la race de la Nandalou qui est menacée d'extinction. Oui, c'était des ânes assez grands que l'on utilisait pour le transport. Et bien sûr, la mécanisation des champs et du transport ont fait que ces animaux ont été les premiers à être envoyés aux abattoirs. Aujourd'hui, il y a un mouvement de sauvegarde. Et donc, plus personne ne tue les ânes en Espagne. C'est un animal super, il a dit. Super cariñoso. Très affectueux. Il reste. Il reste pour les câlins. Ah oui. Juste te dire que ça fait mal les caresses des ânes. La oreja. Avant de rentrer à la maison, je vais te montrer où j'ai passé 20 ans de ma vie. De 1977 à 1997, ici, j'ai passé 20 ans à vendre de la lingerie. La femme et ensuite les ânes. Quand votre fils vous a dit « j'arrête la boutique, je ne reprendrai pas la boutique et puis je vais me consacrer aux ânes », comment vous avez réagi? J'ai 3 enfants. Et quand l'un d'eux m'a dit « les ânes », j'ai dit non. Non? Et je me suis trompé. Non, il est en train de faire quelque chose de très bien. Et il est reconnu pour ça dans le monde entier. C'est marrant, je ne vois pas en train de vendre des soutiens-gorge et des culottes. Oh, les petits ânes. Et c'est un rapport avec Pasquale ou pas? Oui. Ce type d'ensemble, c'est pour les maris têtus. Grâce à sa passion, Pasquale a réussi à mobiliser les médias jusqu'au Japon et des personnalités publiques comme la reine Sophie parrainent sa fondation. L'âne Khalifa, manifestation contre la guerre d'Irak, la reine Sophie avec ma fille Carmen. La première conférence internationale sur l'âne, c'est lui. Et il a fait des émules, puisqu'aujourd'hui, 4 autres centres de protection des ânes ont été créés en Espagne. Saluté. Est-ce que c'est difficile de vivre avec quelqu'un comme Pasquale qui est vraiment passionné par les ânes? C'est quasiment une obsession. J'entends souvent dire ça. Ton mari est un peu dingue. Moi, je préfère un fou avec le cœur pur qu'un type raisonnable avec les idées tordues. Il a l'air fou comme ça, mais il a la tête sur les épaules. Merci beaucoup. Bonne nuit, Pasquale. Bonne nuit. Alors, ici qu'est-ce que c'est? Là, il y a des tableaux, il y a des drôles d'œuvres d'art. Qu'est-ce que c'est ici? L'art pour les ânes. Oui, pour les ânes. Nous voulons aussi organiser des activités culturelles pour nos animaux. Et il y a un gars qui s'appelle Manu Molina qui expérimente la méthode paranoïco-critique. Et Manu Molina, il est connu?
Eh bien, dans le milieu des ânes, aujourd'hui, c'est le peintre le plus connu. Ils connaissent quasiment toute son œuvre. On ne peut pas être sensible à toutes les formes d'art, hein, Sí. j'ai envie de dire. On considère vraiment Cézanne avec tout son cœur et au point de créer une exposition pour eux. Regarde, gratte-moi. Il vous gratte dans le dos. Mandela. Gratte. Et moi aussi, Mandela, tu me grattes? Mandela. Il ne gratte que les amis des animaux. Le dos par Mandela. Un beso pour Ah, un bisou? Pourquoi Mandela? Pourquoi Mandela? Son propriétaire l'a enfermé pendant 5 ans dans une pièce minuscule. Il en a presque perdu la vue. On l'a récupéré. Maintenant, il vit libre et heureux avec les petits ânes de Routé. Qu'est-ce que ça signifie Le Brément? Oui. Je crois qu'ils veulent qu'on les nettoie et qu'on les gratte. Fais alors, on va lui faire plaisir. Allez, voilà, et il vient. Pasquale, pourquoi vous aimez les ânes? Parce que Pour moi, ils n'ont pas de très bonne réputation. la tête dure est un signe d'intelligence. L'âne ne fait pas toujours ce que veut l'homme. On l'a toujours décrit comme symbole d'ignorance, alors que c'est tout le contraire. Nous avons demandé à l'Académie royale de la langue pour qu'il supprime la partie péjorative sur l'âne. Ainsi, de personne brutale de peu d'intelligence, ils ont changé en animal noble, millénaire, ami de l'humanité. Je pourrais passer des heures ici, hein, à gratter les ânes. Il y a un côté très très apaisant. C'est super agréable. En plus, la pinède, le soleil. C'est cool dans la vie d'âne. Quand on est chez Pasquale. Mon cartable! Ne t'inquiète pas, il veut ton sandwich. Vous connaissez le braiement le plus fort que fait un âne? Pour quel sentiment? L'amour, tu l'as dit. Il met toute son énergie, Pasquale, pour sensibiliser les enfants à la cause des ânes. C'est très important pour lui, surtout que l'Espagne est vraiment le pire élève de l'Union européenne en matière de maltraitance des animaux. Est-ce que ça vous arrive d'utiliser le mot âne, une expression où on utilise âne pour critiquer? T'es qu'un âne, tu fais ta tête de mule, t'es un bourricot. Seul comme un âne? Est-ce que ça vous fait plaisir de venir voir les ânes et est-ce que ça change votre façon maintenant de regarder un âne? Je sais maintenant qu'ils sont très câlins et pas si sales. Ils sont trop câlins. Approchez-vous un peu plus près. Un petit peu plus. Venez, voilà. On va baptiser le petit. C'est surtout un moyen pour Pasquale d'avoir des parrains et des marraines pour ses ânes qui vont faire des dons. Et il a vraiment besoin de ça pour faire vivre le refuge. Et il n'a que des aides de la mairie et de la région. Et puis sinon, rien d'autre. Il lui faut 45 000 € pour faire fonctionner tout ça. Donc je vais devenir la marraine du petit. Si maman veut bien me laisser faire. Paquita, j'espère que ici, tu auras une belle et longue vie, comme les autres ânes. Voilà. Applaudissez-la. Je suis ta marraine. On va bien s'occuper de toi ici. Maintenant, un baiser à Céline. Pour la marraine. La marraine. C'est le privilège d'être marraine. Alors. Non, merci. Merci, Pasquale. Parrainer un âne peut se faire aussi en quelques clics sur Internet. Pasquale vous donnera régulièrement des nouvelles de ses protégés. Barcelone, une ville qui bouge où on n'a jamais eu peur des idées les plus audacieuses. Et dans le genre, du côté des énergies renouvelables, l'Espagne pourrait bien nous inspirer. L'Espagne est l'un des pays d'Europe qui souffre le plus du réchauffement climatique. Alors, le pays a décidé de miser sur les énergies renouvelables. Mais pour cela, il faut de la place. Et en ville, ce n'est pas évident. Alors ici, à Santa Coloma de Gramenet, on a pensé à un endroit vraiment inattendu. Esteve Serret, le gérant de ce cimetière, a eu une idée lumineuse. Wow.
Il y en a combien? Quanto? 462 panneaux solaires qui produisent 100 kW. Ça représente la consommation de 20 familles pendant un an. 20 familles, c'est pas beaucoup pour toute cette surface-là. Ça représente quoi en termes de bilan écologique? Ils économisent le CO2 que produiraient 4600 arbres. Cela représente 75 000 tonnes de CO2 non rejetées par an. Et ça permet aux habitants de Santa Coloma, ça baisse leur facture d'électricité ou pas? Non, même si l'électricité est produite ici, ça n'a aucun impact direct sur la facture des gens de Santa Coloma. Ça repart dans le réseau, mais les gens continuent à payer la même chose. L'énergie produite ici est achetée par la Compagnie nationale d'électricité. Une source de revenus intéressante pour la ville de Santa Coloma. Mais alors, il faut des cimetières comme ça, hein, à étages. C'est le cas de tous les cimetières en Espagne. La majorité des cimetières de la partie nord de l'Espagne sont très similaires à celui-ci. Ils sont presque tous orientés vers le sud, et c'est l'orientation parfaite pour les panneaux solaires. Est-ce que vous avez donné l'exemple dans d'autres villes d'Espagne ou dans le monde? Oui, on essaie de reproduire ce projet sur d'autres sites. On explique le procédé aux mairies ou aux députés, et il y en a quelques-uns qui sont déjà en train de copier ce modèle. L'idée, c'est d'en mettre partout où c'est possible. En France aussi, on pourrait essayer de développer davantage le solaire. Surtout qu'il y a des régions extrêmement ensoleillées, comme le sud-est de la France, qui sont déficitaires en production d'électricité. Mais non, on a choisi de développer le nucléaire à tout va. Et si ce n'est qu'une question de place, eh bien, la preuve ici, c'est que quand on cherche de l'espace, on en trouve. Et ça marche. Ben alors, t'as pas école? Non? Je suis dans le quartier de Raval, c'est un endroit cosmopolite. Et dans cette partie, il y a surtout des habitants d'origine pakistanaise. Alors, je suis pas en train de me balader, mais je vais aller suivre un cours de couture dans l'atelier d'une créatrice de mode française qui s'est installée ici. Et vous allez voir, elle n'a pas choisi ce quartier par hasard. C'est là. Ça va et toi? Ouais, il fait froid. Avec la crise, l'activité de la créatrice a baissé aussi, son atelier était régulièrement inoccupé. Elle a donc décidé d'ouvrir son espace à d'autres et de consacrer un peu de son temps à la formation. Installe-toi, on est en train de faire une écharpe. Donc toi aussi tu vas faire une écharpe. Tu vas coudre sur une machine qui coupe et qui coud à la fois. Quasiment jamais cousu sur une machine à coudre. Jamais tu peux demander qu'elle t'aide parce qu'elle savent un petit peu plus que toi. Et en quelle langue alors? Tu peux leur parler en, Parce que je parle pas anglais. espagnol. En anglais, je pense qu'elle... Vous parlez anglais? Oui. Vous avez dû le remarquer, mais il y a surtout des femmes d'origine étrangère. Et c'est ça le projet de Virginie, c'est qu'elle a décidé de venir en aide aux femmes immigrées en leur apportant son savoir dans le domaine de la couture. Et c'est surtout un projet qui leur apporte de l'espoir. Ça part tout seul en fait. Ça part tout seul. T'as juste à positionner. Pour une fille... Et tu accompagnes ton tissu. Ça va me falloir toute la journée. Alors qu'elles font ça ensemble. C'est bien. C'est la bonne. C'est très bien, hein, pour une première fois. Tous les profs comme ça. Très bien. C'est moi qui l'ai fait. C'est pour tout le monde. C'est des cours que je donne pour les immigrés. Pourquoi les immigrés? Déjà, je suis immigrée. J'ai vu ce que c'est que d'arriver dans un pays qui n'est pas le tien, les difficultés. C'est une manière de les insérer dans une société. Et surtout qu'elles sortent de leur quotidien, les courses, l'école, les maris. Nous sommes du Nigeria, mais il y a aussi des Pakistanaises. Tout le monde est heureux d'être là. Je suis contente de venir ici et j'ai très envie d'apprendre. Et qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez avoir un travail ou... J'espère progresser pour trouver du travail. Comme là, tu peux voir de belles choses. C'est joli, non? Même si j'ai pas de machine, je peux m'exercer à la couture, même si celui-là n'est pas très droit. Tu leur as fait coudre des lettres pour leur apprendre les petits points de couture? Elles apprennent à coudre, mais elles assimilent aussi le vocabulaire et l'alphabet occidental. C'est pédagogique. Oui. Si, ok.
Là, tu leur fais rentrer sur un tissu. Oui, j'essaie de leur montrer en fait comment elles peuvent arriver à sortir quelque chose de droit. C'est pas très drôle. Non, c'est pas grave. Toutes les entreprises de couture, les productions textiles en fait ferment et vont produire à l'étranger, en Chine notamment. Et du coup, j'ai eu envie de créer cet espace pour les immigrés qui sont ici, plutôt que d'utiliser les immigrés de là-bas. Quand je dis utiliser, c'est plutôt les mettre en situation. Mais ce sont des femmes qui sont quand même dans la difficulté, que ce soit une précarité sociale, économique. Elles n'ont pas de famille ici, pas de recours. Elles gagnent de l'argent à leur manière, travaillent au noir, ça c'est sûr. Et après... C'est pas peut-être le cas des Pakistanaises, si aussi? Les femmes pakistanaises, elles seraient plutôt dans un besoin d'indépendance de leur mari. Oui. C'est très important que le bouton soit bien placé. Sinon, si l'aiguille pique le plastique, ça casse et ça peut te sauter au visage. C'est la première fois qu'elles cousent des boutons? Oui. Vous aimez coudre? Oui. C'est un bon travail, c'est agréable car j'aime coudre. C'est très bien ici. C'est pour trouver un travail? Oui. Oui. Yes? Oui. Vous aussi, madame? Oui. Parfois, j'arrive en retard. Mais elle ne dit rien. Je l'adore. Les filles ne payent que les frais d'inscription, soit 50 €. Pour Virginie, qui a investi ses économies dans le projet, ce n'est pas suffisant. Et la prochaine étape sera de trouver des subventions. C'est tombé la couture et le... Ça fait 14 ans que je suis arrivée avec ma machine à coudre et mes patins à roulettes dans ce quartier. Et je ne suis pas sortie. C'est un quartier qui vous attrape. Et là, tu m'emmènes dans le bar de tes amis? Oui. Des Français, des Espagnols, des Argentins, il y a un petit peu de tout. C'est là qu'on a tourné l'auberge espagnole. Je dis, t'as pas choisi la table par hasard, hein? C'est une machine à coudre. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Parce qu'en fait, t'es créatrice, là, je vois ta une de tes robes. Pourquoi est-ce que tu as mis en place cette formation pour ces femmes? Pour renvoyer la balle. Un jour, on a fait des choses pour moi. Et j'ai demandé comment je pouvais remercier. On m'a dit, peut-être un jour, tu pourras rendre ce qu'on t'a donné. Donc alors, tu t'es dit, je vais mettre au service des autres mon savoir-faire? Parce que sinon, tu aurais pu te relancer à fond dans tes créations. Mais c'est là où je me rends compte que la mode, c'est superficiel et que, en fait, j'avais besoin d'autre chose. Besoin de quoi? D'aider des gens, d'aider des femmes qui sont dans des situations aussi très difficiles. C'est une semaine pendant 3 mois, donc ça fait 3 semaines de formation. Ça suffit pas pour apprendre un métier? En 3 semaines, on peut se rendre compte si elle est capable ou non de coudre. Il y en a certaines qui seraient certainement meilleures cuisinières que couturières. Mais c'est le moyen de se rendre compte. Le projet Mucha Fibra n'a que quelques mois et il commence déjà à porter ses fruits. Mercé et Monche sont biologistes et urbanistes. Elles ont décidé de changer radicalement d'activité en découvrant l'initiative de Virginie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer là, ce que toutes les deux vous êtes venues faire ici? On avait une idée, un projet sur le thème de la récupération. On a voulu faire des sacs à partir de vêtements déjà portés, des vêtements recyclés. À partir de là, nous avons voulu donner au projet un aspect social et voir ce que pouvaient faire les filles, les insérer dans la société. Et nous avons trouvé l'idée de Virginie très intéressante. Parce que son projet vous touche. C'est un joli projet, un truc créatif, différent, qui permet d'aider les gens. Si ce projet marche, combien vous en prendriez? On a parlé d'une production maximum de 15 sacs par jour. Les filles en sont capables? Certaines, oui. Ok. Il suffit de bien les former et les bonnes personnes. Là, ce sont elles qui ont cousu ça, oui. À titre d'exemple. C'est pas toi qui t'es dit, je vais faire nickel comme ça, c'est sûr que ça va plaire à... Non, ce sont elles qui ont cousu ça. Le monde doit suivre d'autres chemins, non? Nous avons déjà expérimenté le pur consumérisme. Il faut repenser tout cela.
Je croise les doigts. Moi aussi, je croise les doigts. Oh, mais ça, qu'est-ce que c'est? Un escalator en plein air. Un endroit même pas touristique. Je vais voir où ça va parce que ça m'intrigue. Un escalator comme ça au milieu de nulle part, entre des immeubles. En même temps, c'est super pentu. Hein. Je connaissais ça, mais dans les stations de ski. Ah, mais ça continue là-haut. Il y en a encore 2. Ce n'est pas fini. Ça continue. En plus, ça ne peut pas faire l'exercice parce que pour redescendre, il faut emprunter les escaliers. Ah, la vue sur Barcelone. En fait, c'est tellement escarpé qu'ils ont installé un escalator. Mais c'est une super amélioration là, pour les gens qui habitent ici. Ce sont des habitations modestes et pourtant, on a décidé de leur améliorer leur quotidien. Bonjour. Ça vous a changé la vie, j'imagine. C'était un ravin tout ça. Et maintenant c'est très bien. Cet escalier est le bienvenu. Je travaille en bas. Maintenant j'ai l'escalator à ma porte. Non, c'est super. Et quand je le prends, il me laisse sur mon palier. Et pour les personnes âgées, c'est encore mieux. C'est vraiment unique. Je crois avoir jamais vu ça. Ouais. Merci, au revoir. Voilà. C'est la fin de ce voyage qui, j'espère, vous aura donné plein de pensées positives et l'envie de passer à l'action. Hasta luego. Pour moi, ça continue. Hein. C'est pas fini les escalators. Le point G. Quoi? Le point quoi? Le point On G. va dire que je comprends pas l'espagnol. Pourquoi? Le point le plus recherché par l'homme durant des milliers d'années? Eh bien, l'âne le concentre dans la zone intérieure de l'oreille. Petite incursion dans l'oreille aussi de l'âne. Il aurait pas dû me dire ça en fait.